Merci. Toujours un peu intimidant de commencer une conférence comme ça. Merci d'ailleurs de vous être déplacé aujourd'hui pour parler du deuil. L'intro est assez frappante. Ça ne va pas nécessairement être très lourd. Je voulais d'emblée en parler. Il y a de multiples façons de parler de ça. Quand on n'est pas dans une situation où on vit un deuil à ce moment-ci, c'est beaucoup plus facile. Mais pourquoi on n'en parle pas beaucoup? Et pourquoi la mort et le deuil sont des choses qu'on évite principalement de parler? C'est qu'elles sont effectivement très inconfortables. Elles ne sont pas très Instagram-worthy. Ce pas des trucs qu'on est habitué de vouloir faire. On est ici aujourd'hui. Bon, il fait peut-être un peu chaud, mais quand même dans un setup assez intéressant. Puis dans notre vie, c'est beaucoup ce qu'on poursuit. Donc, on recherche des choses qui sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus aidantes pour nous. Faire face à des moments qui sont difficiles dans notre vie, comme le deuil, on va avoir tendance de façon très normale à le tasser de côté. Donc, je vous félicite quand même aujourd'hui d'avoir fait l'effort, d'une certaine façon, de venir parler, ou enfin de venir entendre parler du deuil. Je vais vous parler un petit peu d'où je viens, de quel est mon background et pourquoi je m'intéresse à ça. Je suis un peu la version réelle de Six Feet Under ou vice-versa. Je ne sais pas s'ils se sont inspirés de... En tout cas, je pense pas, mais je vis littéralement en haut du salon funéraire avec ma famille, mes 3 enfants. Donc, mes enfants, moi, ils jouent de façon très normale au travers des cercueils et des corbillards. Donc, je fais ça, moi, depuis toujours. J'ai tondu la pelouse, j'ai fait tous les travaux possibles autour d'une maison funéraire. Donc, c'est un truc très familial. Nous, on parle de ça dans ma famille. Le matin, le midi, le soir, en vacances, en bateau. Il n'y a que ça qui existe dans nos vies. Ça fait que ma perspective de la mort et du milieu funéraire, elle est de l'intérieur vraiment. Alors, pourquoi on pense à développer une entreprise en lien avec le deuil et le milieu funéraire? Bien, c'est comme ça. J'ai la même question envers des gens qui proviennent de l'extérieur, qui s'intéressent au milieu funéraire, par exemple. Je me dis comment ils en arrivent à s'intéresser à ça. Moi, je n'ai pas cette belle histoire-là. Je suis né là-dedans. J'ai fait tous les travaux possibles. Je suis thanatologue, donc j'ai fait des embaumements, dirigé des funérailles, rencontré des milliers de familles en deuil. Donc vraiment tous les travaux possibles, copropriétaire d'une entreprise funéraire. Puis dans les derniers 2 ans, on développe une entreprise qui s'appelle Fragment, qui utilise dans le fond la technologie pour développer des outils en lien avec le milieu funéraire et le deuil. On y arrivera peut-être un petit peu plus tard si vous voulez. Est-ce que vous avez tous un peu une idée de l'entreprise Fragment? Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais ça peut peut-être me donner une idée. Non? Excellent. Je vais peut-être reculer un petit peu plus loin parce que, bon, tout le monde qui a eu à faire face à la mort ou à aller dans un salon funéraire dans les derniers, je vous dirais, 5, 10, 15 ans, grosso modo, l'environnement a peut-être un peu changé, mais ce qui se déroule à l'intérieur des salons funéraires ou des rituels funéraires est pas mal le même. On peut estimer même que dans les derniers 25 à 30 ans, il y a eu très, très peu de changements. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais nous, on l'observe. Là, c'est une observation que je fais aussi de l'intérieur. C'est une critique un peu sur ce que moi, je fais dans mon travail. C'est-à-dire que des fois, on a changé la peinture sur les murs, mais on a très peu changé ce qui se déroule à l'intérieur des rituels funéraires en tant que tels. Au Québec particulièrement, en Amérique du Nord un peu plus largement, ce qui s'est déroulé de façon historique, c'est que les gens se sont détachés de l'Église de façon générale. Donc, dans les années 60, de façon sociétale, on a mis dehors, si vous voulez, un peu tout ce qui était Église. Écoles, hôpitaux, gouvernement, c'est séparé de l'Église. C'était une volonté de la société. Puis qu'est-ce qui appartenait un peu autour des rituels funéraires? C'est l'Église qui véhiculait ce message-là principalement. Donc, on comprend que de façon un peu logique, les gens qui n'allaient plus à l'Église ou qui désiraient faire autre chose, je vais juste faire, juste pour une petite parenthèse, je vais faire des généralités. Là. Je veux pas que vous... il y a plein de gens qui vont encore à l'Église, c'est bien correct, c'est juste une observation at large. Donc, le Québec s'est détourné un peu des rituels funéraires traditionnels. Ce qui est arrivé, par contre, c'est qu'il y a une chose qui a été oubliée, c'est que les rituels funéraires sont d'abord humains, puis ensuite religieux. Donc, ce qui s'est passé, là, si on fait une chronologie beaucoup plus longue, c'est que le premier humain qui a vu son semblable mourir a vécu à peu près les mêmes choses, sentiments, questionnements que nous, on a, à peu de choses près. Et ensuite de ça, bien, les civilisations se sont construites et ont commencé à s'expliquer des trucs qui étaient un peu inexplicables. Comment ils ont fait ça? Bien, ils ont commencé à faire des gestes, des rites et des rituels
qui était reconnaissable par les gens. Donc, on s'explique des phénomènes inexpliqués, des choses qui nous arrivent. Donc, maintenant, on peut expliquer pourquoi une personne décède de façon médicale, mais il n'y aura jamais d'explication sur pourquoi une plus vite que l'autre, pourquoi moi avant une autre personne. Donc, cette dimension-là, elle est fondamentalement humaine. Les religions ont pris ces questionnements-là, ils les ont un peu passés, disons, au travers de leurs rites et rituels à eux. Donc, dans différentes parties du monde, on observe différents rites et rituels. Et puis, ce qui s'est passé au Québec et en Amérique du Nord, c'est que la religion catholique, principalement, s'est appropriée ces rituels-là et ça faisait l'affaire de la plupart des gens à ce moment-là. Lorsque, dans les années 60, il y a eu ce virage-là, les gens se sont retrouvés, ceux qui se tournaient vers, finalement, les rites et rituels funéraires catholiques, se sont tournés vers d'autres choses. Est arrivé en même temps le phénomène de la crémation. Donc, c'est un peu un hasard, mais puisque les gens ne voulaient plus faire de rites funéraires traditionnels et que maintenant la crémation prenait de plus en plus d'ampleur, c'est quelque chose qui se sont dit, bien écoutez, vu qu'on ne fait pas le truc traditionnel, on va faire complètement l'inverse. Donc, on va faire à peu près rien. Plus de salon funéraire, plus de moments pour revoir la personne décédée, plus de célébration à l'église avec un curé qui dit quelque chose en avant que personne ne comprend. Donc, tout ça, on a mis ça de côté pour faire quoi? Principalement rien. Donc, le balancier est parti d'un truc très traditionnel, encadré, vers quelque chose de complètement à l'opposé, donc à 180 degrés. Ce qui a fait en sorte qu'on a perdu, à ce moment-là, la signification des rituels funéraires. Pourquoi on faisait ça? Bien, l'Église, elle, l'expliquait dans des rites, des rituels, des façons, dans des textes qui étaient philosophiques pour la plupart, explicatifs des rituels funéraires. Donc, ça a mis un peu la plupart des gens dans une situation où il y a eu une déritualisation, où les gens ne se retrouvaient plus vraiment dans des rites et rituels catholiques. Donc, il y a eu une espèce de néant. C'est, de façon sociétale, je ne suis pas anthropologiste, là, mais de toute façon, dans une société, c'est quelque chose de très temporaire. C'est très rare ou à peu près inexistant qu'une société humaine n'a pas de rites et rituels funéraires assez bien définis. Les rituels funéraires sont culturels, sont humains et culturels. Culturels dans le sens que ce qui se déroule ici au Québec, à Montréal, est différent de ce qui se déroule ailleurs dans le monde pour des raisons très, très normales de culture, donc pas nécessairement de religion. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout ça s'est perdu et moi, bien, de l'observation que j'en fais du milieu funéraire, c'est que de l'interne, le milieu funéraire ne s'adapte pas très bien ou très rapidement. Je pense que vous êtes très conscient que le milieu funéraire, c'est pas l'innovation en ce monde. Dans le fond, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation ou de changement qui a eu lieu dans le milieu funéraire. Dans les dernières 20 années, c'est ce que j'ai fait avec la plupart de mes familles. Un peu un cookie cutter, toujours un peu la même affaire, même si c'était plus à l'église. On s'est construit des salles dans nos salons qu'on a appelées des chapelles. Figure out pourquoi on a fait ça. Dans certains cas, on a mis des vitraux qui ressemblaient à l'église, puis il y a même des salons funéraires qui ont acheté des bancs d'église pour les mettre dans leur salon. So, je me dis, bon, bien, on a innové un peu à reculons. On n'a pas fait grand-chose de plus que de changer le lieu avec un rituel funéraire qui était fondamentalement vide de sens pour la plupart des gens qui y assistaient. L'enjeu des rites et rituels funéraires à ce moment-ci, c'est qu'ils ont perdu cette signification-là. Ils ont perdu le pourquoi on fait ça. Pourquoi on prend du temps pour aller dans une célébration funéraire? Pourquoi on mange des petits sandwichs après? Bien, tu sais, toutes ces questions-là ont des réponses fondamentales. Celle des sandwichs, je l'aime bien parce que on y va tous d'une certaine façon comme le lunch n'est pas très bon. Il faut se forcer à parler au mononcle et aux matantes. Mais le geste de manger après qu'une personne soit décédée, on a fait tout le reste des célébrations. Le geste de manger, c'est le geste le plus humain possible. Donc, ce qu'on fait quand on va manger des sandwichs, pas de croûte, aux œufs puis au poulet, c'est qu'on se dit entre nous qu'on est encore en vie, nous, hein, puis qu'on continue d'avancer. On est tellement en vie qu'on mange. Juste pour prendre cet exemple-là pour dire comment, dans le fond, cet événement-là, il est important, puis il faut quand même trouver une façon de le perpétuer dans le temps, de façon humaine. C'est quelque chose qui est important à véhiculer, se dire entre nous qu'on continue à vivre et à avancer. C'est un exemple qui est à la fin du processus, mais c'était pour vous dire quand même que chaque moment, que ce soit la période de temps où les gens se réunissent ensemble, que ce soit dans un salon funéraire ou ailleurs, en passant, je ne suis pas en train de vous vendre un préarrangement ou quelque chose dans un salon funéraire. Je vais juste vous dire qu'actuellement, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Mais l'idée de réunir des gens lorsqu'une personne décède, l'idée d'avoir une célébration, un moment d'arrêt, de manger, d'avoir une réunion après, c'est tous des éléments qui sont fondamentalement humains. Ils ne sont pas religieux, ils sont
pas commercial, quoique ils deviennent parce qu'il y a des entreprises qui desservent ce type de service-là. Il faut toujours garder dans l'esprit que c'est un besoin fondamentalement humain. C'est un peu l'historique finalement de ce qui s'est passé avec les rituels funéraires. Ça s'est passé ici, en Amérique du Nord, en Europe aussi, puis on a observé avec Fragment que c'est en train de se dérouler un peu partout au monde aussi. Les Japonais, qu'on a compris aussi, cherchent des nouvelles façons de ritualiser la mort, même si on peut peut-être présumer dans certains cas que ce sont des peuples qui sont encore assez ritualisés. Dans certains cas, il y a ce changement-là qui s'opère assez largement. Donc, comme je vous disais, pendant les 20 dernières années, travailler dans le milieu funéraire, rencontrer des milliers de familles, j'ai fait des funérailles, habillé avec un suit noir, avec la cravate, tout le kit, pour me rendre compte finalement qu'il y avait une espèce de... On n'atteint pas finalement, je vais le dire encore au présent parce que c'est encore ce qui se déroule dans la plupart des endroits, on n'atteint pas vraiment le but ultime de redonner de la signification à ces rituels funéraires-là. C'est-à-dire qu'on perd, à cause des événements qui sont faits cookie cutter, on perd cet élément-là où les gens viennent assister à une célébration, puis ils sont assis un peu comme vous. Sauf qu'ils regardent leur montre une fois de temps en temps pour dire bon, j'ai fait mon devoir, ça fait 1 heure que je suis ici, je vais m'en aller maintenant. Ces gens-là qui assistent à ces rituels-là n'en ressortent rien. Au fond, il devrait y avoir pour eux quelque chose qui ressorte de ça, même si c'est le voisin de la personne décédée, même si c'est le 3e cousin. Donc, quand il y a un lien qui est tissé pendant la vie d'une personne, c'est là qu'on vit un deuil. De près ou de loin, c'est pas grave, mais lorsqu'on assiste à des rituels funéraires, il faudrait, à tout le moins, qu'on en sorte de là grandi d'une certaine façon. Ce qui se déroule pour les gens qui croient et qui vont à l'Église, pour eux, ce qui se dit puis ce qui se déroule à l'intérieur de ces rituels-là, fait du sens pour eux et les aide éventuellement pour avancer dans leur processus de deuil. Donc, d'avoir des rituels funéraires bien faits, qui sont significatifs, qui viennent toucher les gens qui y assistent, ça aide à traverser le deuil qui va vous suivre, comme Lorena disait. C'est pas, on ne passe pas par-dessus un deuil, on finit par apprendre à vivre avec ça. Je le compare souvent avec comme une blessure ou, par exemple, au genou, pour ceux et celles qui ont presque la quarantaine comme moi, bien, c'est des choses qu'on apprend à vivre avec. Une vieille blessure de skate de 1995 va te suivre toute ta vie, puis à toutes les fois qu'il pleut, comme ce matin, tu fais comme ouais, ça me suit. Fait que le deuil, on peut le voir comme ça. La meilleure façon, par contre, de traverser ces périodes-là de façon healthy, de façon saine, c'est d'avoir des rituels funéraires qui sont significatifs. Non pas seulement d'assister à ces rituels funéraires-là de façon mécanique parce qu'ils existent, puis sortir de là sans rien avoir tiré. Toutes ces observations-là m'ont fait comprendre d'une certaine façon qu'il fallait mettre ça à jour. Il fallait voir comment on pouvait changer ça. Et c'est là qu'avec Fragment, dans le fond, on a dit qu'il faut prendre un véhicule différent que de le faire de l'intérieur du milieu funéraire pour dire on va remettre les mêmes croque-morts autour de la table pour dire qu'est-ce qu'on ferait bien de différent. T'sais. Ça n'a pas marché à date, là, fait qu'il fallait un peu changer la façon de faire. Donc, c'est parti des besoins très spécifiques. Par exemple, on avait un enjeu qui était super simple. T'sais, souvent, lorsqu'on développe un peu des trucs innovatifs ou innovants, on part d'un besoin qui est très, très simple pour éventuellement grandir ça puis avoir une réflexion beaucoup plus large. L'enjeu qu'on avait, nous, je vous avez peut-être déjà vu dans les salons funéraires, il y a des genres de slideshows sur des TV où il y a des gens qui ont mis des photos. Bien ça, de la façon que ça se fait actuellement, en général, c'est que si c'est ma tante Fernande qui a la boîte de photos, bien on a le slideshow du point de vue de ma tante Fernande au salon. On n'a pas le slideshow des photos qui sont prises à Creative Morning, puis des autres collègues de travail, puis des amis de hockey, puis de vélo, etc. Ça, c'est pas présent dans cette dimension-là. On avait cet enjeu-là. On voulait créer un outil assez simple pour permettre aux gens de partager des souvenirs. Donc, de faire une genre de banque de photos qui pouvait inclure plus de personnes. Comment arriver à ça? Bien, il fallait penser à la dimension technologique de ça. Tantôt, on a posé la question à savoir qui n'avait pas de téléphone. 0 personne n'a pas de téléphone. Puis mon père prend des photos avec son iPad. Je veux dire, on est rendu au niveau où tout le monde a des appareils mobiles. Nos souvenirs sont de plus en plus dans ces appareils-là. C'est notre façon aussi de rejoindre un et l'autre, de se rejoindre, que ce soit par les médias sociaux, par courriel, par SMS. C'est comme ça maintenant qu'on communique. On peut avoir un jugement sur le fait que c'est bon ou que c'est pas bon. On est rendu là. Je veux dire, d'une certaine façon, on ne reviendra probablement pas en arrière sur cette façon-là. Donc, on a simplement développé un outil technologique pour être capable de connecter les gens ensemble pour créer une banque de photos qui donnait une idée plus large du vécu de cette personne décédée-là. Donc ça, c'était le point le plus basic.
Mais au développement de cet outil-là, je me suis dit, bien, il faut que je parle à des gens dans le milieu du design, dans le milieu du web, pour être capable d'avoir un outil qui est super simple, qui est à la hauteur des outils qu'on utilise dans nos appareils actuellement, donc qui soit super bien fait. Et c'est là que la réflexion autour de la signification des rituels funéraires et de la technologie s'est comme amplifiée. On a commencé à travailler avec des gens qui travaillent chez Sidley, une entreprise de communication peut-être que vous connaissez ici. Puis, je me suis retrouvé à un moment donné avec 10 créatifs de chez Sidley autour d'une table qui étaient comme, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Nous, là, le milieu funéraire, on n'a aucune idée. Ils ne voyaient pas le lien entre les deux. Moi, la même chose, j'étais comme, je ne sais pas comment on va pouvoir faire ensemble pour faire quelque chose de nouveau. Mais ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire à ce moment-là, c'est vraiment de parler des enjeux très, très larges du milieu funéraire. Expliquer ce que je vous ai expliqué un petit peu, en beaucoup plus longtemps, mais expliquer où est le milieu funéraire, les rituels funéraires, qu'est-ce qui en arrive à ce moment-ci. Et puis, ces 10 créatifs-là autour de la table sont repartis d'une certaine façon avec l'information que j'avais pu leur véhiculer. Ce qui a fait en sorte qu'on a mis des gens autour d'une table qui avaient très peu en commun pour arriver à développer des solutions ou des produits plus innovants. Pour parler de ce qu'on fait plus spécifiquement avec l'objet que vous avez vu là-bas. Ça, c'est une urne. Ma grand-mère est là-dedans. En passant, je ne sais pas si quelqu'un... c'est pas vrai? C'est pas non plus nécessairement une urne. On utilise le mot urne pour essayer de le placer, mais on pourrait mettre... C'est un objet commémoratif qui est un peu l'équivalent, par exemple, de ceux et celles qui auraient acheté ou déjà vu quelqu'un qui a un lampion avec une photo dessus, tu sais, ou un bijou avec des cendres à l'intérieur. Il y a plein d'objets commémoratifs qui existent. Ce n'est pas un comportement qu'on invente avec Fragment. Donc, les gens ils vont naturellement vouloir acheter un objet physique lorsqu'une personne décède. Encore une fois, il y a un principe fondamentalement humain là-dedans, c'est-à-dire que la première chose qu'on perd quand une personne décède, c'est sa présence physique. Donc, il y a un réflexe naturel de vouloir compenser, cope en anglais, compenser avec un objet physique. Dans certaines religions, ils vont faire des temples, des petits emplacements qu'ils vont garder au fil du temps. Mais ça, cette façon de faire-là, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réinterprété ce concept-là d'avoir un objet qu'on amène au moment du décès. Et on a simplement amené une dimension technologique. Donc, l'objet émet un rayon dans lequel, lorsqu'on s'approche avec notre téléphone, déclenche une application dans laquelle les souvenirs que vous avez, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui ont été récoltés en amont, se retrouvent. Ça devient un peu la boîte à souvenirs moderne. Mais il y a toute une autre dimension aussi sur le suivi du deuil. Ça devient une espèce d'équivalent, je ne veux pas dire équivalent à la thérapie parce que ce n'est pas nécessairement une thérapie, mais ça devient du contenu spécifique sur le deuil qui est livré aux utilisateurs de façon spécifique selon un peu où ils sont rendus dans leur deuil, selon les interactions qu'ils ont avec l'objet. Donc, sans vouloir entrer trop dans les détails, on pourra en parler après à ceux et celles qui veulent en savoir plus. L'idée là-dedans, c'était de dire comment on est arrivé à créer quelque chose qui était... Ça n'existe pas dans le milieu funéraire ou dans... C'est quelque chose qu'on a complètement... qui est parti de discussion entre des créatifs et quelqu'un qui est complètement ancré dans le milieu funéraire pour arriver à développer un objet ou une solution technologique ou technique de cette façon-là. Je pense que c'était un peu ce que je voulais amener de l'avant ici aujourd'hui, c'est-à-dire comment on arrive pour changer ça. Le but de l'exercice, encore une fois, c'est de ramener de la signification dans ces rituels funéraires-là. Donc, le contenu qu'on récolte est réutilisé ailleurs dans des célébrations pour avoir des célébrations qui sont de plus en plus pertinentes. Encore là, je survole le développement des produits et services de Fragment. Je ne pense pas que vous n'êtes pas venu assister à un pitch de Fragment, mais c'est pour que vous compreniez vers où on s'en va avec cette entreprise-là. Donc, en gros, c'est le développement de Fragment. On a choisi d'avoir une approche plus design que vraiment technique sur le milieu funéraire. Une des raisons pour ça, c'est que on croit fondamentalement que les rituels funéraires ne sont pas là pour être réinventés. Je me fais souvent demander pour avoir des commentaires sur c'est quoi les nouveaux rituels, comment vous avez réinventé ça, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. La bonne nouvelle, c'est que si on a une approche un peu plus design des rituels funéraires, on transforme l'expérience des rituels funéraires, mais on garde quand même la base commune. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne se réinventeront pas, parce qu'on ne peut pas appliquer un nouveau rite et rituel funéraire dans une culture qui existe depuis 400 ans. C'est impossible. On prend des éléments culturels et on les redesign au fil du temps. Donc, c'est cette approche-là que nous, on a décidé de prendre pour revoir, à revitaliser les rituels funéraires et faire en sorte que les gens qui y assistent comprennent de mieux en mieux. Donc, ce design-là, il s'incarne comment?
il s'incarne dans des objets, des produits, dans des lieux physiques, mais surtout dans l'expérience en tant que telle. Donc, les projets que nous, on a avec Fragment sont beaucoup, disons, du côté de l'expérience utilisateur pour ceux et celles qui travaillent dans ce milieu-là. Ce n'est pas nécessairement du UX sur une plateforme, mais c'est de revoir comment on peut penser des expériences. On est dans une société d'expérience et la mort et le deuil, c'est une expérience. Et c'est comme ça qu'on l'aborde, dans le sens que c'est pas une expérience comme aller à la ronde, c'est pas une expérience comme aller dans un des deux projets du Cirque du Soleil ici à côté, mais ça reste quand même une expérience qui transforme les humains fondamentalement et à laquelle il faut se préparer. Il faut en parler un peu plus, il faut qu'on dédouane ce sujet-là. Si le design, la technologie peut nous aider à en parler de plus en plus, c'est ce qui va aider les gens à mieux vivre leur deuil down the road. Malheureusement, c'est le deal qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va tous mourir, qu'on va tous se mettre aussi à vivre des deuils de plus en plus près. Donc, tu sais, la réflexion personnelle qu'on a envers la mort évolue selon notre âge pour une raison très simple, c'est que les gens autour de nous se mettent à mourir de façon naturelle de plus en plus fréquemment. Donc, on est appelé à réfléchir à notre mort de plus en plus souvent, d'une certaine façon. Malheureusement, actuellement, comment ça se déroule? Souvent, c'est dans des célébrations funéraires qui sont vides de sens. Donc, on n'atteint pas ce moment clé-là qui devrait être utilisé pour réfléchir à notre propre mort, éventuellement, puis à comprendre qu'à la fin de ce processus-là, il y a de l'espoir, puis on continue à vivre. Donc, c'est un peu l'exercice qu'on veut ramener dans les rituels funéraires et qu'on estime qui est manquant à ce moment-ci. Lorena, je suis rendu à combien de temps, moi? Je suis rendu à 20 minutes. J'ai tout le temps... On peut partir dans plein de directions avec ce sujet-là. Fait que je ne sais pas si j'ai été assez clair. Si j'ai fait 20 minutes, ça va. Si vous avez des questions sur le lourd sujet du deuil ce vendredi, merci.